Vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio. C'est là que le rugby vit. C'est sur notre antenne sur Sud Radio. On est avec Quentin Caveniss, Antoine Mazer, Enzo Jacquet, Philippe Spanghero, William Debrive. Et on accueille sur Sud Radio le président de la Ligue nationale de rugby, René Bouscatel. Bonsoir René. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio, René Bouscatel. On est très heureux de vous recevoir. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. On va évoquer évidemment le sujet de l'avenant de la convention FFR-LNR qui est très important. On l'a développé il y a quelques instants avec Philippe Spanghero. On parlera des affluences de Top 14 et des ambitions économiques aussi du Top 14 avec aussi bien la programmation du Boxing Day. Mais d'abord, c'est l'information quand même du jour et je me permets de vous faire un petit peu intervenir là-dessus. René Bouscatel, c'est le parquet de Mendoza qui a déposé ce vendredi une demande de non-lieu en faveur d'Hugo Radou et Oscar Jégou qui étaient jusque-là et toujours d'ailleurs mis en examen pour viol en violence en réunion, mais l'unité de poursuite des infractions contre l'intégrité sexuelle du bureau du procureur de Mendoza a donc officiellement déposé ce vendredi une demande de non-lieu. La requête sera étudiée le 18 octobre. Comment avez-vous accueilli la nouvelle, René Bouscatel, président de la Ligue nationale de rugby? Nous avons accueilli cette nouvelle qui est rassurante, mais nous attendions depuis, il y a une enquête pénale qui est en cours. Le parquet argentin va vers un non-lieu, demande un non-lieu. J'espère qu'il sera jugé la semaine prochaine. Ça blanchira ces deux joueurs. Et ça leur permettra de reprendre leur cours de leur vie normalement. C'est très bien. C'est très bien, vous l'accueillez comme ça. Justement, d'ailleurs, c'est pas évident pour vous, président de la Ligue nationale de rugby, de se positionner, parce que quand on entend la volonté des joueurs nommés et des clubs aussi de les faire participer à votre championnat qui est le Top 14, il y a eu pas mal d'actualités cette semaine autour de la présence d'Hugo Radou demain sur la pelouse face à Perpignan. Comment est-ce que la Ligue pouvait s'y opposer si elle l'avait désiré et comment elle a accompagné ce choix-là de la part de la section paloise? Absolument pas. Les faits reprochés, qu'ils soient sur le plan pénal, et nous nous approchons d'un non-lieu, nous l'espérons tous, que sur le plan disciplinaire de la fédération ne dépendent pas de la Ligue, elles dépendaient de la fédération et du parquet et de la justice argentine. Mais la Ligue n'a aucune possibilité de sanctionner, je ne sais pas d'ailleurs dans quel domaine. Elle pourrait le faire et c'est au club ensuite de décider ce qu'ils comptent faire et ce qu'ils vont faire concernant ces deux joueurs. Mais si effectivement il y a un non-lieu, il est normal qu'ils puissent jouer normalement avec leur club, et même si c'est un peu anticipé, semble-t-il, dans un des cas, compte tenu de la progression de la procédure en Argentine, ça apparaît normal, mais c'est encore une fois à la section paloise qui a pris cette décision de le faire. On n'a pas apporté de commentaires dessus. Très bien, merci beaucoup de nous avoir répondu sur ces sujets-là, monsieur Bouscatel. Je voulais revenir sur l'avenant de la convention Fédération française de rugby, Ligue nationale de rugby. On l'a écouté avec Philippe Spanghero qui nous l'a formidablement bien expliqué, que c'était un sujet très important et que c'est une victoire. Cette continuité-là dans cette convention est une victoire, estimait Philippe Spanghero. Vous l'avez accueilli comme ça aussi, de pouvoir continuer sur de telles bonnes bases pour le 15 de France? Ce n'est pas une victoire, c'est une convention passée entre la Ligue et les clubs représentés et la fédération, dans la continuité de ce qui avait été fait pour la préparation de la Coupe du Monde, dont un nombre de joueurs prédéterminés, avec un retour de joueurs le mercredi avant les matchs dans les clubs, 14 sur 42, c'est la logique. Alors après, le manager de l'équipe de France souhaitait préserver certains joueurs, et cela doit se faire dans la concertation. Donc il est prévu que le manager de l'équipe de France aille dans tous les clubs ayant des internationaux, ayant des sélectionnés,
pour discuter avec eux des mesures à prendre, des conditions d'entraînement et de repos et de préservation de ces joueurs. Donc c'est dans la concertation. Ce sont des mesures prises en commun dans la discussion. Je crois qu'on ne peut pas mieux faire que de discuter de cela et que ce n'est imposé ni par les uns ni interdit par les autres. Ça se fait dans la concertation et c'est très bien. Mais ce n'est une victoire pour personne. Pardon René, je me permets d'intervenir. En fait, c'est pour moi ça la victoire, c'est-à-dire de comprendre que sur des enjeux aussi importants, les décisions sont prises finalement assez simplement et que on sent qu'on continue dans le même sens. Il n'y a pas de retour en arrière. C'est une victoire pour le rugby français. Voilà. Et on aurait oui, c'était dans ce sens-là, bien sûr. Je suis entièrement d'accord. On aurait pu le craindre. Mais comme j'avais lu un commentaire, pardon. Comme j'avais lu un commentaire disant que c'était une victoire pour le manager de l'équipe de France, pas du tout. Il n'avait pas à gagner ou à perdre. Ça se fait dans la concertation. Mais tu as raison, c'est une grande victoire pour le rugby français. Dans la continuité de ce que nous faisons depuis 4 ans. C'est important de le préciser parce que personne ne doit tirer la couverture à lui dans ce schéma-là. Et on sait à quel point le rugby français a un modèle particulier dans l'importance que représente le rugby professionnel. Et là, c'était intéressant parce qu'honnêtement, on aurait pu se poser la question après la Coupe du Monde parce que les clubs avaient fait de gros efforts et ils pouvaient considérer légitimement que leurs efforts n'avaient pas été récompensés par les résultats de l'équipe de France et on pouvait craindre un retour en arrière. Et le fait que ce soit pas le cas, ça montre qu'il y a une volonté de se projeter ensemble et peut-être que sur des enjeux aussi stratégiques, les décisions qui sont importantes, l'effort de la Ligue augmenté sur les indemnités journalières pour aider les clubs à encore mieux assumer ces mises à disposition, montre que c'est des décisions stratégiques qui ont peut-être jamais été prises aussi facilement. Bien sûr, mais c'est parce que depuis 3 ans, on a renoué des relations normales entre la fédération et la Ligue, et c'était le but de ma candidature. Et j'ai suivi, bien entendu, le programme que j'avais annoncé à cet égard. Et la fédération et la Ligue vraiment marchent la main dans la main sur ce sujet comme sur d'autres, notamment à l'international. Justement, René Bouscatel, parlons un petit peu du top 14. On sait que les affluences sont au top, les audiences aussi fonctionnent très bien. Sportivement, je pense qu'on peut globalement juger que le championnat progresse année après année, se diversifie aussi avec des choix sportifs d'une équipe et d'une autre qui sont assez différents. Est-ce qu'on peut statuer aujourd'hui, et c'est peut-être un petit peu mégalo, mais est-ce qu'on peut dire que le top 14 est aujourd'hui le meilleur championnat de rugby au monde ? Je ne sais pas ce qu'il est, c'est aux autres de le juger, mais en ce qui me concerne, je suis pas loin de le penser, sinon même de le penser. Je pense que nous avons réussi, et la Ligue a réussi, mes prédécesseurs, avec la compréhension des clubs, avec de faire de certains désavantages comme les doublons, etc., des avantages en formant davantage de jeunes, avec la politique des GIF, avec une égalité de masse salariale quasiment pour l'ensemble des clubs, donc plus de concurrence et donc plus de suspense dans nos championnats. Je crois que c'est ce qui est valorisé. La grande réussite de la Ligue et des clubs, c'est d'avoir créé une compétition homogène et véritablement attractive. Et justement, cette attractivité, on va la ressentir aussi lors du Boxing Day. Vous avez dévoilé à la Ligue nationale de rugby la programmation des samedis 28 et dimanche 29 décembre. Et petite nouveauté, il n'y aura donc pas de multiplex. Chaque rencontre va se suivre. Samedi 28 décembre, on aura une rencontre à 14h, une autre à 16, une autre à 18 et une autre à 21. Et puis du côté de dimanche, une rencontre à 16, à 18 et à 21h. Pourquoi ce choix-là, René Bouscatel ? Est-ce qu'il fallait mettre en lumière chaque rencontre au lieu de les noyer entre guillemets dans un multiplex pour cette programmation ? Oui, bien sûr, ça va être en fin d'année, pour les fêtes de fin d'année, 2 jours pleins de rugby, 4 matchs le 28, 3 matchs le 29, en intégralité, et les oppositions sont des oppositions véritablement solides, avec un grand intérêt, donc c'est une grande fête, mais cela, c'est aussi
le travail fait par la Ligue, la main dans la main avec notre diffuseur Canal+, pour arriver à avoir ce produit. Progressivement, nous avons eu des matchs en prime time. Maintenant, nous avons le Boxing Day avec l'intégralité des matchs sur 2 jours. C'est une grande réussite parce que c'est une grande lisibilité, un grand coup de projecteur sur le top 14 et le rugby en général. Justement, il y a quelques semaines, il y a eu des discussions, on le sait, entre la Premiership et l'URC pour créer une sorte de championnat renforcé. Est-ce que vous l'avez ressenti comme une réponse à l'hégémonie du top 14 qui est maintenant quasiment indiscutable, René Bouscatel? Je ne connais pas encore ce projet. Je l'ai entendu ou vu dans les médias. Je ne le connais pas, mais c'est normal que les Celtes et les Anglais cherchent à avoir une compétition peut-être plus attractive. C'est leur problème. D'ailleurs, je pense personnellement, mais sans forfanterie, c'est que au contraire, c'est que les problèmes des clubs anglais viennent surtout du fait qu'ils n'ont pas constituer une compétition attractive avec des montées et des descentes. On est d'accord. Donc une ligue fermée qui devient progressivement à moins d'intérêt et donc de succès dans le public, les droits télé, etc. C'est l'inverse que nous avons fait en France. Les Anglais ont structuré d'abord leur club avant de structurer leur compétition. Nous avons fait l'inverse et maintenant nous avons des clubs structurés, mais une compétition qui est complètement attractive et acharnée. Vous avez vu l'année dernière, que ce soit en Pro D2 ou en Top 14, oui. C'est sur les 2 derniers matchs que l'on connaît les qualifiés et les matchs éliminatoires sont en suspense. Voilà. Non, je pense que le grand travail fait par la Ligue, mes prédécesseurs, et avec la compréhension des clubs, ça a été d'arriver à ça. Ça n'a pas été facile, vous savez. Mais nous y sommes arrivés avec de la compréhension et du temps. Et on est tout à fait d'accord là-dessus, puisque évidemment la Pro D2, et tiens, Philippe Sanguero voulait intervenir, c'est vrai que la Pro D2, nous on la compte tout le temps sur Sud Radio tous les vendredis soirs. On a un amour inconditionnel pour ce championnat, Philippe, et c'est vrai que c'est un point important. C'est un point très important parce qu'on peut poser la question tout le temps de savoir si le championnat français, le rugby pro, le top 14 est le meilleur championnat du monde. Mais en fait, on amène ça sur le terrain du sportif et c'est forcément très, très subjectif. Aujourd'hui, si on parle d'un point de vue concret de l'économie que ça génère, de sa sérénité financière malgré tout, de ses garde-fous et de ce que ça brasse en termes d'économie autour des clubs directement sur les territoires, il n'y a pas photo. On est le seul rugby au monde qui avons 2 vraies équipes, 2 vraies divisions professionnelles dignes de ce nom. Vous savez ce que je pense de la nationale, je mets toujours un petit bémol là-dessus parce que on voit qu'il y a beaucoup de casse et c'est un peu subjectif là aussi. Mais on a déjà 2 divisions professionnelles qui sont des poumons économiques sur leur territoire. Et donc de ce point de vue-là, oui, c'est une réussite. Et donc on voit que toutes les grandes décisions qui ont été difficiles à prendre, de salary cap, parce que faire marche arrière, c'est toujours difficile. Et le rugby français a su le faire par la Ligue et ça l'a sauvé certainement. Dernière question, René Bouscatel. En tant que président de la Ligue nationale de rugby, on ne vous a pas du tout vu prendre position pour Florian Grill, président sortant de la FFR, ou pour Didier Codorniou, candidat de l'opposition. D'ailleurs, certains des 2 camps vous l'ont un peu reproché par voie de presse ou par discussion privée. Cette neutralité-là, est-ce que c'est un choix personnel assumé, René Bouscatel, ou est-ce que c'est la position naturelle d'un président de la Ligue ? C'est la position naturelle d'un président de la Ligue, parce que la Ligue n'a pas à prendre position et ne prendra pas position. Que les présidents de clubs le fassent, c'est normal, puisque leurs associations voteront lors de l'Assemblée générale élective du futur président de la fédération, mais la Ligue, elle travaillera avec qui que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, comme on a travaillé jusqu'à présent. Vous savez, je peux vous dire que quand j'ai été élu, sur le plan sportif, tout au moins, on a travaillé véritablement très bien sous la présidence de Bernard Laporte. Nous avons continué
sous la présidence de Florian Grill, et on l'a développé dans d'autres domaines que le sportif. Je parlais notamment de l'international, et je pense que le futur président, quel qu'il soit, nous travaillerons avec lui et nous améliorerons encore notre collaboration pour faire du rugby français le premier rugby du monde. Merci beaucoup René Bouscatel pour votre franchise, pour votre disponibilité et très belle soirée. Merci d'avoir été sur Sud Radio avec toute l'équipe et on vous souhaite une très très belle 5e journée de Top 14. Dans un instant sur Sud Radio, eh bien on va continuer de parler rugby. À tout de suite.